Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler d'informatique, sans doute peut-être un petit peu d'électronique quand même, mais on va surtout parler de vélo électrique. Alors j'aime bien faire du vélo, mais le problème c'est qu'il faut bien sûr pédaler. Et donc la solution c'est tout simplement d'installer un moteur sur son vélo, et quoi de mieux qu'un moteur électrique pour fabriquer un vélo électrique. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de travailler un peu sur des vélos électriques, puisque j'ai participé 2 années de suite à la Solar Cup de Chartres, donc qui est une course de vélo solaire, et donc j'ai couru pour mon lycée dans la catégorie vélo solaire, avec un vélo qui avait été fabriqué au lycée. Donc tout ça, ça m'a donné envie de fabriquer mon propre vélo électrique. Et si on se retrouve aujourd'hui, bien c'est parce que je l'ai fait. Évidemment, étant un petit peu bricoleur, j'ai fait les choses moi-même. Et quand je dis les choses moi-même, c'est que je ne me suis pas contenté d'acheter un kit de conversion pour vélo électrique et l'installer sur un vélo pour avoir un vélo électrique. Non, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de faire les choses un peu plus moi-même, notamment parce qu'il y a quelques années de ça, Tom Stanton, donc qui est un Anglais, qui est maintenant je crois ingénieur, a sorti une vidéo sur sa chaîne, une très bonne chaîne YouTube d'ailleurs au passage. Il a sorti une vidéo donc comment faire un vélo électrique DIY, avec notamment des pièces imprimées en 3D. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, et sachant que je suis équipé d'imprimante 3D, j'ai toujours eu envie de faire la même chose. Donc dans cette vidéo, eh bien, on va voir comment est-ce que j'ai fait un petit peu la même chose, mais en réinventant un peu le système à ma manière. Petit avertissement avant d'aller plus loin dans cette vidéo, mais le vélo que j'ai fabriqué n'est pas un vélo à assistance électrique, c'est vraiment plus un vélo à propulsion électrique, parce qu'on n'est pas forcément obligé de pédaler pour que ça avance, et surtout il n'est pas tout à fait légal. Normalement il y a une réglementation pour les vélos à assistance électrique, avec une vitesse qui doit être limitée à 25 km/h, 250 watts maximum pour la puissance moteur, et également une assistance qui doit se mettre en route que quand on pédale. Mon vélo ne respecte absolument rien de tout ça, donc si vous voulez faire la même chose, ne roulez pas avec sur la route. Alors ce projet de vélo électrique, il a commencé pour moi il y a environ 6 mois de ça, lorsque j'ai eu l'occasion de récupérer un vélo, un Between de chez Decathlon, un de leurs VTT, VTC entrée de gamme. C'est un vélo qui partait à la benne et qu'on m'a ramené, et qui était en sale état quand il est arrivé, mais je l'ai d'abord retapé, ça demandait quelques pièces, un peu de peinture et compagnie. Bref, j'ai retapé ce vélo il y a maintenant environ 6 mois, et j'ai roulé avec pendant 3 mois, avant de me dire que je pourrais le convertir en électrique. Alors c'est pas le seul vélo que j'ai chez moi, mais celui-là étant un vélo de récup qui m'a pas coûté grand chose, je peux me permettre de bricoler dessus, et même si le vélo se retrouve immobilisé pendant 1 mois ou 2 parce qu'il est à moitié démonté et que je suis en train de bosser dessus, c'est pas grave puisque c'est un vélo de récup supplémentaire que j'ai. Donc ça a été la base de mon projet. Je vous mettrai la référence évidemment si j'arrive à la retrouver, mais c'est un modèle entrée de gamme de chez Decathlon qui s'est d'ailleurs très bien vendu ces dernières années puisqu'on en voit un peu partout. Alors après, pour électrifier ce vélo, j'ai décidé de faire quelque chose qui est inspiré par ce qu'a fait Tom Stanton dans sa vidéo il y a quelques années de ça, c'est-à-dire au lieu d'utiliser un moteur qui se trouve dans le pédalier ou un moteur qui se trouve dans le moyeu de la roue, ce qui est courant normalement sur les vélos électriques, et bien ici on utilise un moteur séparé qu'on va simplement relier à la roue arrière avec une courroie. Donc c'est le système que j'ai décidé d'utiliser pour convertir mon vélo en vélo électrique, avec un budget assez serré, plus serré que dans la vidéo de Tom Stanton, puisque j'ai essayé de dépenser environ 200 €. Et je suis arrivé d'ailleurs à un total de 197,31 €, plus quelques bricoles évidemment que j'avais déjà et que j'ai pas eu besoin d'acheter. Mais en gros on est à environ 200 € pour convertir ce vélo en électrique, ce qui est plutôt raisonnable. Passons maintenant sur les composants que j'ai utilisés. D'abord, évidemment, il faut un moteur. Donc, comme j'ai dit, j'ai utilisé un moteur séparé, qui n'est pas un moteur qui va s'installer au niveau du pédalier ou un moteur qui se trouve dans la roue. C'est tout simplement un moteur triphasé, brushless, qu'on peut trouver sur eBay. C'est là que je l'ai acheté d'ailleurs. Et ça peut être utilisé pour toutes sortes d'engins électriques. En tout cas, donc c'est un moteur triphasé qui est donné pour une puissance d'environ 2000 watts. Donc, un moteur qui est quand même assez costaud. C'est un moteur qui est conçu pour être alimenté entre 24 et 42 volts et qui n'a pas un couple extraordinaire entre 3,5 je crois et 7 et quelques newton-mètres, donc c'est pas énorme, mais l'avantage c'est que sur mon vélo je vais pouvoir démultiplier ce couple. C'est un moteur qui est également donné pour 180 kV. Alors les kV c'est pas des kilovolts, c'est tout simplement un ratio qui est tout simplement des tours par minute par volt, et ça permet de calculer à quelle vitesse le moteur va tourner pour une tension d'alimentation donnée. C'est juste pour estimer la vitesse de rotation du moteur, évidemment la vitesse à vide s'il n'y a pas de charge dessus. Et donc 180 kV c'est un moteur qui est plutôt lent pour un moteur triphasé. Généralement on va trouver des petits moteurs triphasés comme ça qui sont conçus pour les drones et qui ont des vitesses de rotation très importantes, plusieurs milliers voire dizaines de milliers de kV, donc de tours par minute par volt. Donc dans mon cas, moi j'avais besoin d'un moteur qui soit relativement lent, tout simplement pour que ça puisse coller avec mon vélo et mon application, parce que si le moteur tourne très vite, c'est pas que le vélo va aller super vite, c'est juste qu'il va pas avancer. Donc il faut bien sûr choisir un moteur qui soit adapté. Dans mon cas, moi, donc c'est un moteur qui vient de eBay et que j'ai acheté pour seulement 35 €, donc c'est beaucoup moins cher qu'un moteur au niveau donc de la roue, de moyeu d'une roue, ou même un moteur pour un pédalier. Évidemment, pour faire tourner le moteur, il faut un contrôleur.
Alors dans mon cas, moi j'ai choisi d'utiliser un contrôleur de vélo électrique, puisque les vélos électriques, souvent d'ailleurs les moteurs qui sont dans les moyeux des roues sont le plus souvent des moteurs triphasés, et donc mon moteur étant un moteur triphasé, je peux très bien le faire tourner avec un contrôleur de vélo électrique. L'avantage c'est que c'est une solution tout en un, il y a juste à brancher un accélérateur, une batterie, le moteur, et puis éventuellement quelques accessoires. Et en plus de ça, on trouve des dizaines de références de contrôleurs à tous les prix, avec toutes les puissances, ça va de 250 watts jusqu'à 10 000 watts, enfin il y a tout ce qu'on veut. Dans mon cas, moi j'ai choisi un contrôleur donc chinois de la marque XLD, bon évidemment marque chinoise, hein, donc c'est toujours délicat d'appeler ça une vraie marque. C'est un contrôleur de 1000 watts, compatible 36-42 volts, et évidemment qui peut piloter des moteurs triphasés. L'avantage c'est que le contrôleur m'a coûté que 28 € pour un contrôleur de 1000 watts, c'est plutôt bon marché et c'est difficile de faire mieux. Enfin, le troisième élément le plus important du vélo, c'est la batterie, puisqu'évidemment il faut bien stocker l'électricité quelque part. Donc la batterie, j'ai essayé de la faire moi-même à partir de cellules 18650, donc qui sont les petites batteries comme ça justement. Donc ce sont ce qu'on appelle des cellules, en gros c'est une batterie lithium-ion. J'ai construit la batterie avec 20 de ces cellules puisque j'ai fait un pack en 10S 2P, donc 10 cellules en série et 2 fois ça en parallèle. Ça fait donc un pack de batterie 36 volts. Alors évidemment avec le lithium-ion, la tension n'est pas vraiment à 36 volts, elle est à 42 volts quand la batterie est chargée complètement et 32 volts quand la batterie est complètement déchargée. Donc évidemment, il faut adapter la batterie au contrôleur et au moteur, enfin il faut que tout fonctionne ensemble quoi. Donc le contrôleur, comme j'ai dit, il est compatible 36-42 volts, donc ma batterie étant une batterie 36 volts, c'est bon, et le moteur il va de 6S à 12S, donc 6S en fait c'est le nombre de cellules série, tout simplement un multiple, et comme j'ai dit, dans mon cas moi j'ai un pack qui est en 10S, donc 36 volts, donc c'est parfait pour mon moteur. Donc configuration en 10S 2P, donc 2 fois 10 cellules en parallèle, ça permet simplement de multiplier par 2 le courant max de sortie, puisque j'ai quand même un contrôleur de 1000 watts et un moteur qui peut théoriquement prendre jusqu'à 2000 watts. Donc évidemment, il faut être capable de sortir derrière suffisamment d'ampères. Et donc avec une configuration en 2P, ça convenait parfaitement. Je ne connais pas exactement la capacité de la batterie, mais elle doit être autour de 150 Wh, puisque j'ai utilisé des cellules Samsung qui sont données pour 3000 mAh. Alors c'est des cellules que j'ai achetées sur eBay. Soyez prudents parce qu'il y a beaucoup de fake 18650 ou de batteries qui vous sont vendues comme neuves et qui en réalité le sont pas. Dans mon cas, moi, j'ai payé donc 45 € pour une vingtaine de cellules 18150 de chez Samsung. Ça a bien l'air d'être des cellules officielles, mais soyez prudents parce qu'il existe pas mal d'arnaques à ce niveau-là. Bien sûr, vous aurez les liens dans la description pour retrouver les composants que j'ai utilisés si vous souhaitez faire la même chose. Et donc ces cellules sont données pour 3000 mAh et 25 ampères de courant max, donc c'est le courant maximum soutenu que vous pouvez débiter sur la cellule, sur une seule cellule. Donc évidemment, si vous mettez vos cellules en série, vous pouvez toujours que débiter 25 ampères au final, votre tension sera plus élevée, mais vous ne pourrez pas débiter 10 fois 25 ampères. Par contre, en mettant 2 fois ça en parallèle, eh bien là on peut doubler le courant. Donc ça veut dire que sur mon pack, en théorie, je peux tirer jusqu'à 50 ampères. Alors également, il faut un BMS, un Battery Management System, donc qui est tout simplement une petite carte électronique qui va gérer le pack de batterie, puisque évidemment, vous savez que les cellules lithium-ion ont une petite tendance pour exploser si on les gère pas correctement. Donc le BMS va gérer la charge, la décharge des cellules, équilibrer les différentes cellules pour qu'elles soient toutes avec le même niveau de charge et qu'il n'y ait pas de déséquilibre qui se crée. Également, ça va protéger contre les courts-circuits, les surintensités, les sous-tensions si on débite trop sur le pack et qu'on atteint une tension trop faible, ou alors si on essaye de charger le pack trop haut. Enfin bref, ça va protéger et gérer le pack. Donc ça c'est essentiel, ne jamais utiliser des cellules lithium-ion sans BMS. Et donc dans mon cas, moi j'ai utilisé un BMS chinois conçu pour un pack de batterie donc en 10S. C'est un BMS qui est censé être capable de débiter jusqu'à 35 ampères. Donc c'est suffisant pour mon contrôleur de 1000 watts et mon moteur qui normalement doit être bridé à 1000 watts également. Pour le moment, encore une fois, ça m'a pas posé de problème et ça marche plutôt bien. Donc ensuite, il m'a fallu évidemment tout un tas de différents éléments pour compléter la partie électrique du système. Je ne vais pas m'attarder sur tous les éléments que j'ai achetés, mais évidemment, il a fallu un chargeur pour pouvoir recharger la batterie. Il m'a fallu un indicateur de tension et de charge de batterie pour savoir quelle est la tension de la batterie et quel est son niveau de charge pour avoir un peu une idée de ce qui me reste. Également, donc différents switches, interrupteurs, connecteurs pour pouvoir simplement câbler tout ça, faire en sorte que ça fonctionne, de la gaine thermo et compagnie, je ne vais pas tout citer en détail. Ok, donc ensuite on en arrive à la transmission, puisqu'évidemment je vous ai dit que j'avais un moteur, il faut transmettre évidemment la puissance du moteur à la roue. Alors comme je vous l'ai dit, le moteur a été choisi avec, en fonction de sa vitesse de rotation et du couple du moteur. Pour transmettre donc la puissance, j'ai décidé de faire une transmission par courroie. Donc il faut évidemment une poulie au niveau de la roue. Donc c'est une poulie qui est imprimée en 3D, imprimée en PLA, qui est compatible donc pour de la courroie HTD 5. Et la poulie que j'ai dessinée fait 20 cm de diamètre à peu près pour 113 dents. Elle est fixée sur la roue arrière via tout simplement des serre-câbles sur les rayons de la roue. Encore une fois, c'est inspiré de ce qu'a fait Tom Stanton dans sa vidéo et ça marche plutôt bien, c'est assez costaud, même si comme ça peut paraître un peu fragile. En réalité, ça fonctionne très bien. Et au niveau du moteur, j'ai installé une poulie en aluminium que j'ai acheté sur eBay
eBay, une poulie avec 10 dents. Donc comme ça fait un ratio relativement simple puisqu'on a 113 dents en sortie, 10 dents en entrée, donc ça nous fait un ratio de 11,3. Ça veut dire tout simplement que la vitesse du moteur est divisée par 11,3 par rapport à la vitesse de la roue arrière. Donc évidemment ça demandait un peu de calcul puisqu'il faut faire ça même avant d'acheter le moteur. Et en gros je visais une vitesse d'environ 40 km/h, 40-50 km/h, pas besoin d'aller super vite avec un vélo comme celui-là, mais il faut s'assurer également que la démultiplication va être assez importante pour également démultiplier le couple suffisamment, parce que comme j'ai dit, le moteur n'a pas un couple extraordinaire, donc il faut qu'il soit en mesure quand même de faire avancer le vélo. Donc avec mon ratio de 11,3, ça me permet d'aller à environ 40-45 km/h avec le vélo, ce qui est largement suffisant. Alors le moteur n'est pas capable de pousser le vélo d'un arrêt complet. Si vous êtes à un stop ou à un feu rouge, il faut pédaler un petit peu pour relancer le vélo à quelques km/h. Si vous allez directement sur le moteur, il va pas aimer. Mais dès qu'on avance à quelques km/h, on peut commencer à engager le moteur et à accélérer tranquillement et le vélo arrive à pousser. Et comme j'ai dit, sur route plate sans vent, on peut monter à 40-45 km/h. Pour la courroie, j'ai évidemment une courroie HTD 5 pour aller avec les poulies et c'est une courroie de 700 mm parce que c'était la dimension que j'avais besoin. J'ai également un système de tendeur de courroie, donc c'est tout simplement des petits roulements à billes qui sont montés sur un axe avec un excentrique au milieu et donc on peut ajuster un petit peu la tension de la courroie. Puisque le moteur et le tendeur de courroie est monté sur un support moteur qui s'insère dans la partie en V à l'arrière du cadre et ça permet tout simplement donc de complètement se bloquer. Donc il n'y a pas d'effet de couple lorsque le moteur tourne, ça n'a pas tendance à vouloir s'en aller parce que le système est complètement bloqué dans le cadre. Et le support moteur donc est imprimé en PLA, c'est une pièce que j'ai faite pas vraiment sur mesure pour le vélo. Si j'avais une pièce améliorée, ce serait celle-là. Mais en tout cas, ça fonctionne pas trop mal. Petit défaut par contre, c'est que le moteur, quand il fait chaud dehors, a tendance à chauffer un peu et le PLA se ramollit évidemment à des températures assez basses. Dès qu'on atteint les 60 degrés, le PLA commence à se ramollir. Donc ça, c'est un petit défaut et si j'avais à refaire cette pièce, je l'imprimerais différemment avec un matériau différent, plus résistant à la chaleur. Mais dès que les températures extérieures sont, on va dire, un peu plus fraîche, dès qu'on est en dessous des 30 degrés, le moteur chauffe quand même beaucoup moins, je ne sais pas exactement pourquoi, et c'est suffisant et ça tient parfaitement le coup. Donc comme j'ai dit, la poulie au niveau de la roue est imprimée en 3D, le support moteur est imprimé en 3D, j'ai également imprimé une sorte de petit ventilateur pour se fixer sur l'arrière du moteur, histoire de le refroidir un petit peu, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça doit sans doute aider un petit peu quand même. Et puis évidemment, je ne me suis pas arrêté là en impression 3D, puisque j'avais envie de faire quelque chose qui soit assez propre, notamment qu'on n'ait pas de câble à traîner, que toute la partie batterie contrôleur soit rangée quelque part et que ce soit pas visible, que ça ressemble en fait à un vrai vélo électrique. Donc pour ça, j'ai imprimé un boîtier qui s'installe donc au milieu du cadre, qui se fixe sur les vis qui sont normalement utilisées pour les porte-gourdes. Il y a également un support sur la tige de selle pour le maintenir un peu plus. Et dans ce boîtier, on va trouver donc la batterie, le contrôleur et tous les câbles, également les borniers qui permettent de relier la batterie, tout le système électrique du vélo, et également un bornier moteur qui permet de relier les 3 phases qui sortent du contrôleur avec les 3 phases qui viennent du moteur. Donc c'est assez serré là-dedans, les choses sont un petit peu rentrées au chausse-pied, d'ailleurs j'ai même été obligé de découper le boîtier du contrôleur, parce que normalement il est dans un boîtier en aluminium, j'ai dû me séparer de la moitié du boîtier en aluminium parce que sinon ça rentrait pas. On va dire que c'était pour alléger le vélo en fait, c'était tout à fait réfléchi. Mais donc c'est rentré un peu au chausse-pied, il y a des câbles partout, mais une fois que c'est fermé, on voit plus le bordel et c'était ça l'objectif. Donc ça a été pas mal de boulot pour concevoir ce boîtier, notamment en termes d'impression 3D. J'avais pas d'imprimante suffisamment grande pour l'imprimer d'un seul morceau, donc je l'ai imprimé en 2 morceaux que j'ai ensuite fixés ensemble avec des vis. C'est également sur le boîtier qu'on va trouver le connecteur qui permet donc de charger la batterie et une clé à, je crois qu'on appelle ça une clé à douille, qui permet simplement de verrouiller ou déverrouiller le contrôleur. Donc en gros c'est un peu comme le contact sur une voiture. On peut en gros activer ou désactiver le contrôleur électrique. Donc si on gare le vélo par exemple, on peut le désactiver pour éviter que quelqu'un s'amuse à jouer avec le vélo s'il est garé. Il y a également quelques fentes pour la ventilation à l'avant et à l'arrière, histoire de faire circuler un petit peu d'air. Alors j'avais peur au départ que ça chauffe un petit peu là-dedans. Finalement, j'ai fait quelques tests et la température ne monte pas vraiment. Les éléments deviennent un petit peu tièdes quand on pousse sur le vélo. Le contrôleur devient un peu tiède, la batterie également, mais ça ne monte pas à des températures très élevées, donc bon, tout va bien. Alors il y a 2 faisceaux qui sortent de ce boîtier, un faisceau qui sort par en bas et qui va évidemment vers le moteur et un autre qui remonte vers le guidon, puisque sur le guidon j'ai imprimé un petit bloc d'instrumentation, quelque chose d'assez basique, sur lequel on va trouver un interrupteur on-off, donc c'est l'interrupteur général qui permet de complètement déconnecter le contrôleur et de couper carrément l'alimentation du contrôleur. Un petit switch également 3 positions donc qui permet de sélectionner les modes de conduite, parce que le contrôleur permet d'avoir un mode, on va dire, lent, normal et rapide, entre guillemets, donc il y a un petit switch pour faire ça. Et puis il y a également un petit afficheur, donc comme j'ai dit avant, pour avoir la tension et le pourcentage de batterie restant. Alors maintenant qu'on a fait le tour du vélo, comment ça roule? Eh bien, c'est assez différent d'un vélo électrique à assistance électrique, puisque on n'a pas d'assistance, on a un accélérateur. Donc dans mon cas, moi j'ai choisi un accélérateur de pouce qui permet donc tout simplement de contrôler le moteur.
Donc l'avantage, c'est qu'on peut soit juste pédaler et pas utiliser la partie électrique, soit se laisser complètement pousser par le moteur électrique, soit faire un peu des deux. Si on a une vitesse, on va dire, modérée, c'est-à-dire suffisamment lent pour que pédaler soit encore utile, eh bien on peut pédaler et puis mettre un petit peu le moteur également pour aider. Donc on peut quand même s'amuser pas mal avec, surtout que c'est un vélo qui est plutôt de type VTT, VTC, donc on peut faire du chemin, on peut faire un peu de piste, etc. On peut même faire des sauts avec, ça marche très bien. Enfin en tout cas, il supporte plutôt pas mal le traitement pour le moment. Franchement, c'est super de juste avoir un accélérateur et de pouvoir piloter ça comme on veut et d'avoir contrôle complet en fait sur la partie électrique, puisque les vélos à assistance électrique, en théorie, il y a un capteur au niveau du pédalier, il n'y a que quand vous pédalez que le moteur se met en route, et encore, il ne faut pas être au-dessus de 25 km/h. Enfin bref, là, c'est vraiment pas contraignant du tout, un accélérateur, ça se pilote un petit peu comme une mobilette en fait, mais en électrique et peut-être un peu moins rapide. Alors le moteur se fait entendre un peu, hein, pour ceux qui pensent que les moteurs électriques sont complètement silencieux, bah c'est pas vrai, en tout cas pas le moteur que j'ai choisi. On l'entend quand même un peu tourner, ça fait un bruit assez indescriptible en fait, c'est un bruit de moteur électrique. Et c'est vrai que les gens ont tendance à regarder un petit peu ce qui se passe si vous voulez dépasser un peu rapidement avec le moteur qui hurle un petit peu. Je ne connais pas exactement l'autonomie du vélo puisque je ne l'ai pas poussé jusqu'au bout et puis j'ai pas de compteur de vitesse ni de distance sur le vélo, mais je ne l'ai pas conçu évidemment pour aller loin, j'ai plutôt conçu pour aller vite et s'amuser. Donc je ne sais pas exactement combien de kilomètres on peut faire, mais d'après mes calculs et d'après les chemins que j'ai pris et les niveaux de batterie que j'ai perdus, on doit pouvoir faire environ 20-25 km en utilisant l'assistance quand même pas mal pour se laisser quand même pousser un peu. Parce qu'évidemment, ça varie énormément puisque ça dépend si on pédale un peu ou pas du tout, si on assiste le vélo, si le terrain monte, évidemment, on va consommer beaucoup plus. D'ailleurs, en montée, c'est assez génial parce qu'on peut se laisser quasiment entièrement pousser par le moteur électrique. C'est quand même beaucoup moins fatigant que d'avoir à monter en pédalant. Et franchement, je trouve ça plutôt génial. Donc voilà pour cette vidéo. Alors au départ, c'était pas forcément un projet que j'avais prévu de faire en vidéo, c'était plus un projet perso, et puis je me suis dit que finalement, ça pourrait faire une vidéo intéressante. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des questions, des choses à dire. Je rappelle que ce genre de vélo, c'est pas vraiment tout à fait légal, enfin je sais qu'en France, c'est un petit peu délicat, donc évidemment, soyez prudents, et si vous faites la même chose, vous êtes responsable. Même si jusque-là, dans mon cas, j'ai pas eu de problème. En tout cas, si vous avez aimé le projet et que vous voulez soutenir la chaîne et soutenir des projets de ce genre, n'hésitez pas à faire un tour sur utip.io/goodwin, la plateforme Utip qui permet de soutenir la chaîne et, comme j'ai dit, de soutenir ce genre de projet. N'hésitez pas également à aller faire un tour dans la description, vous trouverez des liens et des informations complémentaires sur le vélo, les choses que j'ai utilisées, etc. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur la boutique Teespring de la chaîne YouTube où vous pourrez trouver un t-shirt comme le mien. Et je pense que j'ai rien à ajouter. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.